Je reçois aujourd'hui Lassina Bamba, qui n'est pas méconnu sur notre média. C'est le boss de Desabecom, qui est une agence de communication 360 et qui est aussi un observateur avisé de la politique ivoirienne. Et donc aujourd'hui, je le reçois à ce titre-là pour venir analyser la politique ivoirienne, la situation actuelle. On va évoquer Guillaume Soro qui est en exil politique ici en France. On va évoquer le décès le 5 janvier, c'était ça, de Ouattao, qui est un maillon très fort de la rébellion ivoirienne et du système Alassane Ouattara. Bonjour Lassana. Bonjour Elijah. Comment ça va? Ouais, ça va toujours bien, surtout quand je suis RP Média. Comme on dit chez les Koyara, Somro Obedi. Ah non, je suis d'accord. Somo Bedi, ça ne se dit pas. Somo Loué. Somro Loué. Voilà. Ah, ils ont bien retourné le Bambara. Voilà. Alhamdoulilah, En tout cas, ça me fait plaisir de te revoir là. Il y a quelques jours, j'étais avec toi à l'ambassade du Burkina Faso. Absolument. Pour célébrer l'entrepreneuriat de la femme africaine. Absolument. Avec les GFA 2020. On aura l'occasion d'évoquer ça une autre fois, mais aujourd'hui, on va parler de politique. L'économie et la politique au monde des pays. Comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui? La Côte d'Ivoire, on dirait que contrairement aux 20 dernières années, la Côte d'Ivoire va beaucoup plus mieux par rapport aux différentes dernières années que nous avons connues. Très bien. Et on sait qu'en ce moment, il y a le président, Guillaume Soro, on l'appelle président parce qu'il a été président de l'Assemblée nationale, il a été Premier ministre, absolument. Il a occupé d'autres fonctions, mais on ne peut pas faire mieux que Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, on va retenir que ces deux-là. Et donc, dans des tactiques politiques, stratégies politiques, il s'est retrouvé adversaire du président Alassane Ouattara, ce qui lui a valu un exil aujourd'hui en France. Est-ce que politiquement Guillaume Soro était une menace pour Alassane Ouattara ou un challenger sérieux pour le succéder en 2020, parce que je rappelle, il y aura des élections présidentielles en 2020 en Côte d'Ivoire. Et normalement, Alassane Ouattara n'est pas censé être candidat comme le prévoit la constitution ivoirienne. Alors, ma question c'est, est-ce que Guillaume Soro était une menace politique pour Alassane Ouattara? Est-ce que c'était un candidat sérieux à la succession de Alassane Ouattara? Ça fait énormément de choses, mais on va essayer de construire les choses dans leur contexte. Avant d'arriver sur le cas de Guillaume Soro, il faut dire que l'environnement politique ivoirien a eu des mutations depuis les années 60. Avec l'avènement du multipartisme dans les années 90 et la création de plus de 300 partis politiques. Après la crise post-électorale, pour faire un peu plus court, il y a eu des alliances, différents types d'alliances, notamment avant 2000, il y a eu les alliances entre le FPI et le RDR, qui était le Front républicain, pour combattre l'anciennement le PDC qui était au pouvoir sur le président Rikona Bédié. Et à la suite de l'accession, après le coup d'État, l'accession du FPI au pouvoir, il y a eu d'autres types d'alliances qui sont nées à la faveur de la rébellion du 19 septembre, notamment avec le RHDP dans cette configuration qui est née en 2005, notamment à Paris ici, en marge des différents accords politiques. Donc aujourd'hui, il y a eu des étapes qui ont été franchies avec les élections de 2010 qui nous ont conduit malheureusement à cette crise post-électorale qui officiellement a fait 3000 morts, mais nous savons qu'il y en a eu plus. Donc pour revenir sur ta question, est-ce que Soro Guillaume était un poids politique sérieux pour challenger le président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2020? Je ne dirais pas qu'il était un point politique au point de challenger qui des anciens barons. Et aussi, je ne ferai pas peut-être de commentaires sur des débats pour l'instant sur est-ce que Ouattara peut être candidat ou pas. Ça ne fait pas partie de l'ordre du jour. Voilà, du point de vue de la Constitution, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on analyse le contexte politique, c'est vrai que Soro Guillaume, il a un parcours de syndicaliste. Il a eu à un moment donné à diriger la rébellion qui s'est transformée en fausse armée. Il a dirigé la rébellion. Il a eu un moment donné à diriger la rébellion. Et les mots ont un sens, savoir les utiliser, ça permet aussi d'éclairer aussi l'antenne des uns et des autres. Comme tu l'as si bien dit, je suis un observateur de la vie politique. Donc quand je dis qu'il a eu un moment donné à diriger
et je sais de quoi je parle parce que tout le monde sait, sauf ceux qui ne veulent pas le savoir, que Soro Guillaume n'est pas le père de la rébellion. Certaines informations nous disent que c'est Koulibaly Ibrahim qui a créé la rébellion et il a fait venir Soro Guillaume en tant que son petit frère, en tant que son fils, pour lui demander de gérer la relation avec les presses. Puisque lui étant un militaire, ne pouvait pas s'occuper de ce volet-là. Donc, chemin faisant, il y a eu des problèmes dans toute collaboration, il y a eu des problèmes entre les différents acteurs, ce qui fait que Soro Guillaume s'est retrouvé être le patron de la République. À titre de comparaison, Alassane Ouattara n'a pas fondé le RDA. Arikona Bédié n'a pas fondé le PDCI RDA. Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans toute collaboration, il y a souvent des contradictions. Non, mais c'était juste pour revenir à quand vous dites qu'il n'a pas dirigé la rébellion. C'est comme si vous minimisez un peu l'influence de Guillaume Soro, parce que c'était le visage de la rébellion, c'était l'aile politique de la rébellion. Il y avait les militaires ne font pas de communication. Absolument. Et lui, si la rébellion a atteint ce niveau-là, et servir de tremplin à Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président, on ne peut pas nier le rôle de Guillaume Soro. Non, en réalité, je ne minimise pas le rôle, que ce soit des politiques comme des militaires. Je dis simplement qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. À un moment donné, il a eu à diriger cette rébellion. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu sur les réseaux, on regarde sur il se positionne comme c'est lui qui a créé cette rébellion. Il est l'instigateur. Moi, je ne sais pas qui a créé, mais tout le monde sait que c'est Ivan Koulibaly qui était derrière. Ça, c'est un autre niveau de débat. On ne va pas tergiverser sur ça. Non, j'en arrive sur ta question. Est-ce que Guillaume Soro... J'en arrive sur ta question. Comme chez moi, on le dit, tu parlais tout à l'heure de chez moi, on le dit qu'on ne saute pas pour arracher une feuille d'arbre qui va te servir à boire. Donc, il faut aller pour que cette feuille puisse te servir. Ça veut dire, est-ce que Soro Guillaume, était un poids politique. Dans la rébellion, évidemment, il a eu le temps de se faire une étoffe d'acteur politique, parce qu'il a été d'abord ministre d'État, avant d'être Premier ministre sous le président Laurent Gbagbo, et puis après sous le président Alassane Ouattara. Il a eu le temps de se faire de l'étoffe politique, mais il n'a pas eu cette possibilité d'être beaucoup plus mature. Je m'explique. Parce que quand on a eu la chance d'occuper certaines hautes responsabilités dans nos différents pays, quel qu'en soit, on a le droit de réserve sur certaines choses. Depuis sa séparation, comme tu l'as dit, avec le président Alassane Ouattara, il a fait un certain nombre d'erreurs de communication, lui-même personnellement, comme aussi ses conseillers et tout. Ils ont fait des erreurs de communication, ce qui a nuancé ou a fait disparaître même le réel positionnement de Guillaume Soro. Ça, on va dire, c'est une analyse subjective. Très concrètement, dans le paysage politique ivoirien aujourd'hui, quel est le top 3 pour la présidentielle si on se projetait? Quel est le top 3 des personnalités qui ont une chance de gagner? Si on enlève les partis traditionnels, notamment le PDC. Non, mais moi, avec tout le monde. C'est moi qui fais les questions, M. Bamba. Oui, j'en arrive. Quel est le top 3 des présidentielles en Côte d'Ivoire aujourd'hui hors Alassane Ouattara? Non, quand je te dis, quand on enlève les partis traditionnels, c'est pourquoi vous voulez les enlever? J'en arrive. C'est dit quoi? La Constitution aujourd'hui, il n'y a pas de limitation d'âge avec la nouvelle Constitution de 2016. Donc, c'est-à-dire, y compris le président Arikona Bédié peut être candidat. Y compris... Ça, c'est une évolution quand même. Voilà, il n'y a pas de limitation d'âge. Donc, c'est pour ça que je dis, si on enlève les barrières de cet angle... Vous n'êtes pas en train de répondre à mes questions. Ma question, c'est quel est le top 3, toutes catégories confondues? Je vais répondre. Il ne faut pas sauter du coq à l'âne. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, parce qu'au niveau du PDCI, le président Arikona Bédié voudrait être candidat. Si lui est candidat, c'est sûr que le PDCI ne pourra pas soutenir Guillaume Soro. Guillaume Soro, dans mon analyse... On n'est pas en train de parler de Guillaume Soro. Dans mon analyse... Quel est le top 3 des présidentiables en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il y a le RHDP. Je parle des personnalités. Si le RHDP présente... Est-ce que si le RHDP présente Moussa Mansa, est-ce qu'il a des chances? Si le RHDP présente Moussa Mansa aujourd'hui, au regard de l'analyse du tout, il a des chances d'être élu. Ok. vous êtes très fort, M. Bamba. Non, j'arrive. Parce on va essayer d'aller vite. Non, il faut donner Donnez-nous votre top 3 des présidentielles en Côte d'Ivoire. Il faut donner les choses parce que les top 3, il faut les analyser en fonction des forces politiques en présence. Non, mais vous faites vos analyses dans votre tête, donnez à nos spectateurs le top 3 des présidentielles. Si on prend par exemple Massa Moussa qui est candidat du RHDP, il va gagner. Si éventuellement il y a le PDCI de Arikona Bédié, il y a le RHDP,
et puis il y a le FPI. Et le RDR? Non, le RDR n'existe plus. Ah, si le PDCI, Il y a le PDCI. vous savez très bien que le RHDP c'est PDCI et RDR, plus alliés. Attention, le RHDP, de ce qui est depuis 2005, n'est pas le RDR et le PDCI. C'est vrai que ces deux partis politiques ont un poids par rapport aux autres partis membres, notamment on a l'UDPCI du procès Albert Mardou Touakeus. On est en train de s'écarter, on n'a toujours pas la réponse à la question. Monsieur Bamba, je vois bien que vous avez pris des notes. Quel est le top 3 des présidentiables? C'est parce que actuellement les partis politiques n'ont pas encore désigné leurs candidats. Donc vous n'avez pas la réponse? C'est pour ça que j'ai dit non. C'est pour ça que j'ai dit les top 3 aujourd'hui sont les présidents. Ce sera les 3 grands partis traditionnels, le FPI, le RDR. Moi je parle de personnalité, je ne parle pas de parti. Vous savez qu'il n'y a aucun parti en Côte d'Ivoire qui peut élire un président. Aucun. Puisque aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas encore désigné Ma question n'était pas au niveau des partis. Ma question c'est, si je vous demande en France quel est le top 3 des politiques qui se retrouveront au second tour, enfin pas au second tour, les 3 premiers arrivés, vous êtes capable de me répondre? Sans parler de partis politiques. Non, attention. Non, mais on va revenir à notre sujet. On va revenir à notre sujet. C'est très important. On va éviter. Excuse-moi, Eli. On va avancer. Non, c'est très important ce que tu es en train de dire parce qu'il faut essayer de comprendre les choses. Du point de vue du code électoral, jusqu'aujourd'hui, je viens. Les partis politiques n'ayant pas encore désigné les candidatures parce que les présidentielles, c'est la rencontre d'un projet, d'un individu avec le peuple. Maintenant, est-ce que Alassane Ouattara a eu raison de laisser cette situation exister? C'est-à-dire Guillaume Soro d'un côté, exilé hors de Côte d'Ivoire, sachant que lui-même il a vécu la même chose. Le résultat, on le connaît. Gbagbo a vécu la même chose. Le résultat, on le connaît, il a été président. Pas Alassane Ouattara, Alikona Bédié, il n'a pas vraiment été exilé. Même si à un moment donné, on l'avait, oui, ça n'a pas été un long exil, hein, il est rentré pas longtemps. Et il avait déjà été président. Et là, il est encore candidat, même si je ne pense pas que les Ivoiriens vont accorder cette fonction-là à quelqu'un qui approche les 100 ans. Est-ce que Alassane Ouattara a vu juste en permettant à cette situation de se créer? Est-ce que quelque part, ce n'est pas un échec de sa part d'avoir laissé cette situation-là de pourrissement entre lui et Guillaume Soro, qui fut quand même son allié, quoi qu'on dise? Ça, c'est bon. Pour te prêter le mot, son allié, je pense que je parle des questions des alliances aujourd'hui. Avant qu'il y ait une alliance entre les forces nouvelles, je sais bien que c'est de cela que tu veux parler, avec le RHDP, il y a eu des alliances, il y a eu le Front républicain. Il y a eu le RHDP avec tout, la MADA, PDCI, PIT, tout ce qu'on peut s'imaginer. Et aujourd'hui, est-ce que Alassane l'a bien fait? Je ne dirais pas que Alassane l'a bien fait ou pas. Parce que si on rentre dans ce cadre, on va rentrer... Ouattara, c'est notre président. Oui, on va rentrer dans les analyses de moralisateurs des choses. Mais quand on regarde l'environnement, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, il a démissionné de son poste. Je me rappelle bien, il a dit par conviction parce qu'il ne partagea plus les aspirations politiques du RHDP. Donc, de ce point de vue, il se met en opposition. Et quand même, contrairement à Ouattara, contrairement à Bédié ou bien contrairement à Gbagbo, Guillaume Soro se retrouve en exil par rapport à des charges qui lui pèsent dessus, notamment atteinte à la sûreté, détournement de tout ce qu'on peut s'imaginer. Et là, le principe juridique de la Côte d'Ivoire, notamment le code pénal, est un code de présomption d'innocence. Jusque-là, il n'est pas encore été coupable ou quoi que ce soit. Pour dire, aujourd'hui, il ne se retrouve pas peut-être par la volonté de Ouattara, ou peut-être par la volonté de Bédié ou de qui que ce soit. Du moment que son conseil d'avocat a reconnu l'effectivité, l'existence effective de l'enregistrement à partir duquel le procureur a lancé tout. Donc je me dis qu'il y a, en termes juridiques, il y a ce qu'on appelle les faits. Ça, c'est déjà un fait probant qui pèse sur sa tête. Est-ce qu'il a lésé du fait? Non, je dirais qu'il a lésé du fait de lui-même sa propre responsabilité. Je parle de la question de la maturité tout à l'heure. Parce qu'on peut être intelligent, ne pas être instruit. On peut avoir de la connaissance, ne pas avoir cette instruction et ne pas avoir la maturité. Quand on a occupé des postes de responsabilité, notamment les faits remonteraient en 2017,
et il était président de l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas rien. Donc, et on dit qu'il serait impliqué, selon les informations, notamment de l'enregistrement, d'une tentative de déstabilisation d'un État à laquelle, duquel il a eu lui à participer, à planifier, à pacifier les situations. Ce sont des faits qui sont très graves et gravissimes. Conclusion, est-ce que Alassane Ouattara a bien fait de laisser cette situation-là? On parle encore d'un leader politique, son poids n'étant pas nul. Ça crée des désagréments à tout ça. Ils étaient ensemble. Quand ils se séparent, il y a forcément quelqu'un qui part avec du monde. Donc, est-ce que finalement, stratégiquement, Alassane Ouattara a bien fait de laisser cette situation-là arriver à ce qu'on sait? Non, mais je pense que selon les informations que nous avons de part et d'autre, et puis en fonction de la réaction des uns des autres, il y a eu plusieurs médiations qui ont été menées entre les deux acteurs, notamment, semble-t-il, le jour même le 23, le jour même de son départ en Côte d'Ivoire, il y a eu des médiations. Et certaines sources diraient même qu'il avait même promis celui qui faisait office de médiateur qu'il allait d'abord, avant son départ sur la Côte d'Ivoire, rentrer en contact avec le chef de l'État, ce qui n'a pas forcément été le cas. Donc c'est dit que c'est de la volonté des deux acteurs au fait de dire la responsabilité n'incombe pas à une seule individu. Je ne parle pas de responsabilité. Non, j'arrive. Je demande, parce que quand on dit... Il y a un chef et un chef n'est pas un chiffon comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Je suis d'accord, un chef n'est pas un chiffon, mais en même temps aussi, il y a des niveaux de responsabilité. Prenons le cas de Elijah et puis par exemple de moi, peut-être qu'il y a une situation de conflit entre nous. Chacun doit avoir la modestie de son côté, surtout quand on sait que celui avec lequel je suis en conflit me prend comme son fils. Étant le fils, je peux avoir cette modestie. Donc, aller vers le père. Mais ce qui s'est avéré sur la scène politique, c'est que pendant qu'il y a des négociations entre les deux, les sympathisants de Guillaume Soro sur les toiles, notamment il y a un certain Franck Niamsi. Là, je suis en train de parler de Alassane Ouattara. Oui, est-ce qu'il a bien fait? J'arrive. Parce que comme on le dit, tu ne peux pas insulter ton père, et puis rentrer facilement, venir t'asseoir dans sa maison. Donc la responsabilité incombe aux deux parties. Ensuite, la responsabilité incombe aux deux parties dans la mesure où il y a des mésententes et puis les parties prenantes autour d'eux ont aussi envenimé la situation par leur prise de position de part et d'autre. Donc je ne dirais pas que le président Alassane a bien fait de faire perdurer la chose, mais je dirais que peut-être qu'il aurait été beaucoup plus intéressant parce que l'Afrique a des valeurs. L'une des valeurs de l'Afrique, c'est que lorsque un enfant est en discussion avec son père ou ses aînés, le plus petit, même si de nature on dira que non, c'est une injustice, mais le plus petit fait violence sur soi pour aller vers ses aînés, expliquer, même s'il reconnaissant qu'il n'a pas eu le tort. Mais je pense, selon les informations, que la démarche a été à l'inverse. Et il y a le président Ouattara qui aurait lui-même délégué des personnes pour aller voir son fils. Même moi, j'ai suivi dans une de ses dernières interviews où il disait non, la porte n'est pas fermée parce que c'est son fils. Pour aller plus loin, il y a eu des discours. Là, on fait court, hein, parce que Oui, il y a des discours entre le président Ouattara et puis Bédié. Bédié étant son aîné, il s'est déplacé lui-même plusieurs fois pour aller voir Bédié. Ok, ça c'est compris. Juste pour rappel, hein, à titre de comparaison, le président Guillaume Soro est plus âgé qu'Emmanuel Macron. Depuis les années 70-80, les chefs d'État africains se sont mis d'accord pour lancer une monnaie unique qui s'appelle l'ECO. Pourtant, du haut de ses 40 ans, Alassane Ouattara s'est incliné devant lui, en contradiction avec ce que les chefs d'État africains avaient décidé. Et donc, la question de l'âge dont vous parlez, qui est une réalité en Afrique, n'est pas une réalité à tous les niveaux, parce que quand on voit aujourd'hui les chefs d'État francophones, comment ils se soumettent à Emmanuel Macron, qui a l'âge de leurs enfants, qui est même moins âgé que leurs aînés, et donc ça ne marche pas à tous les coups. Oui. Maintenant, on va aller sur la deuxième partie. Non, c'est une observation. C'est juste une observation. Oui, on ne peut pas rester sur une telle observation et puis passer à autre chose. Tu comprends, il faut essayer de... Bon, on essaie de clore en 45 secondes, parce qu'il faut terminer l'émission. Donc moi, juste 30 secondes. Il y a la politique interne, il y a la politique externe. Comme je le dis souvent, on peut critiquer les positionnements des uns et des autres. Mais du moment que nous sommes en interne, il y a des valeurs qui sont les nôtres. Notamment quand on parle du panafricanisme, on parle de la souveraineté de l'Afrique.
il faut s'incruster dans ces valeurs-là qui sont les nôtres. Et ça, on ne peut pas faire la politique parce que, oui, Emmanuel Macron sont moins âgés que X ou bien Y, et on va dire non, comme lui, il est ceci. Non, non. Il faut qu'on reste, quand on veut cette souveraineté de l'Afrique, il faudrait qu'on épouse les valeurs qui sont africaines. Donc, pour moi, c'est dit, quand on parle de l'Afrique, quand on est en interne, ces contradictions du droit d'aînesse, ça doit exister à tous les niveaux. Très bien. Deuxième partie de l'émission, il s'agit du décès de Ouattara. Il nous a quitté le 5 janvier 2020 à New York, aux États-Unis. Et quand on voit le parcours de cet homme-là, qui a été un maillon très fort, très puissant militairement au sein de la rébellion, il a participé à la conquête du pouvoir les dernières heures, quand il y a eu des affrontements meurtriers à Abidjan entre le camp Gbagbo Laurent et le camp Alassane Ouattara. Ils étaient là. Et plus tard, dans la réorganisation de l'armée, il était là jusqu'à ce qu'on apprenne son décès. Connaissant la puissance de l'homme, connaissant l'aura qu'il avait, connaissant la maîtrise militaire qu'il a eue sur la rébellion, est-ce que son décès met fin à l'influence de cette rébellion-là dans le système Ouattara? Oui, déjà, il faut, depuis les différents accords successifs, notamment les accords politiques de Ouagadougou, qui est de masse avec les accords complémentaires, cette question de la rébellion n'existe plus. Parce que déjà, je me rappelle le 4e accord complémentaire de l'accord politique de Ouagadougou, notamment son point 3, demandait la mise en place d'un commandement intégré, notamment le commandement mixte qui était géré entre les forces belligérantes. Et dans ce cadre-là, il y a eu des commandements qui ont été mis en place dans la perspective des processus électoraux. Et il y a, un peu plus devant, il y a le point 3 de ce point 3 aussi qui nous demandait la mise en place de ce qu'on va appeler la réforme de l'armée. Donc cette réforme de l'armée a commencé depuis, depuis cette période de transition depuis les accords politiques de Ouagadougou jusqu'aux élections. Et juste après les élections, notamment avec la crise qui s'est suivie, en mars 2011, il y a eu la création des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes penseraient que non, c'est le FSI. Beaucoup de personnes penseraient que c'est le président Ouattara lui-même qui a pris de ses chefs. Non, non, il n'a fait que l'application d'un des éléments de l'accord politique de Ouagadougou. Parce que souvent, ce qui m'est arrivé de constater, nous en tant qu'Africains particulièrement, ou Ivoiriens particulièrement, on n'aime pas s'informer, on n'aime pas se former. Les accords politiques de Ouagadougou... Tu veux te faire des amis, hein? Oui, il faut dire les choses. Parce que lorsque tu ne penses pas bien la plaire, elle ne peut pas finir. Donc, les accords politiques de Ouagadougou demandaient, juste même, je rappelle, un mois après les élections, au président élu de procéder à la mise en place, dans le processus de réforme de l'armée, de mise en place des forces républicaines. Donc, lui, il n'a fait que entériner ces différents accords avec une ordonnance présidentielle. Maintenant, pour revenir à ta question, depuis ce moment, il y a eu des différents échanges, différents positionnements des responsabilités. Et Ouattara, évidemment, il était au devant de la sensibilisation pour que les forces, notamment en présence les forces de Côte d'Ivoire, qui sont devenues aujourd'hui les forces nationales de Côte d'Ivoire, reviennent de plus en plus républicaines, épousent les valeurs de la République et sortent des carcans, notamment de la rébellion, de tout ce qui se passe, ce qui a nécessité beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de sensibilisation. Donc, évidemment, le commandant, on va dire, Ouattara, il a gardé toute sa puissance, toute sa force, toute son admiration du point de vue que ce soit de lui-même ses anciens éléments, qu'il soit aussi au sein de l'armée, parce qu'il faut rappeler qu'il était militaire avant d'être dans la rébellion. Donc il a gardé cette posture-là. Et est-ce que la rébellion n'a plus, je dirais depuis un moment, cette rébellion étant confondue avec les forces républicaines, avec aujourd'hui les forces nationales, la rébellion en réalité n'existe plus. Mais tu sais que Ouattara, il y avait certaines personnes, certaines opinions en Côte d'Ivoire qui disent que Ouattara a commis des crimes pendant la rébellion. Bon, on n'a pas besoin de faire des dessins. Une rébellion, ça n'a pas de prison en règle générale. Quand il y a un problème à régler, on le règle définitivement. C'est-à-dire que s'il y a une jambe qui est malade, on coupe la jambe comme ça, on ne parle plus de la jambe. Et donc, certaines personnes pensaient que Ouattara faisait partie des personnes qui étaient éligibles à un procès à la Cour pénale internationale. Et donc, quand il y a une telle épée de Damoclès qui pèse sur la tête de quelqu'un, et donc en monnaie d'échange,
Ouattara devait avoir quelque chose en monnaie d'échange pour pas qu'un jour il se fasse convoyer par Alassane Ouattara au CPI, parce qu'il n'y a que les États qui ont la possibilité de conduire les gens. Et donc, son influence avec la direction de la rébellion qu'il a eue, certainement, il n'a pas jeté toutes les clés, il a dû les garder. Donc aujourd'hui, avec son décès, on peut parler de, je ne veux pas dire ouf de soulagement, mais ça fait une épine en moins dans les bottes du président. Non, mais je dirais que peut-être que s'il y a épine de moins, ça ne sera pas peut-être dans les bottes du président actuel. Parce qu'il faut il y a plus, les présidents passent, le pays continue. Les L'État, institutions les restent. institutions continuent, les institutions continuent. Et dans cette perspective-là, peut-être si épine devrait y avoir, c'est que ça sera une épine de moins dans le pied, du moins dans les pieds de l'État de Côte d'Ivoire, ou bien dans les institutions. Donc Alassane Non, j'en Ouattara, il arrive. avait... J'en arrive. Parce que tu as posé un vrai problème, qui sont ceux qui sont éligibles à aller à la haie et autres. Je pense qu'en 2003, à la suite de différentes crises internes à la rébellion au niveau de, notamment au mois de juin, au niveau de Bouaké et dans les zones CNO, la CPI avait émis des mandats, notamment contre certains chefs militaires, notamment Faufier et bien d'autres, y compris même aussi Blé-Boudin en son temps et autres. Et chemin faisant, il y a eu une amnistie qui a été faite et qui a essayé de plus ou moins aplatir le chemin. Cela ne prescrit pas toutes les crimes, notamment extra-juridiques, toutes les crimes militaires et autres qui ont été commis. Ça, c'est un autre cas de débat. Effectivement, au regard de son passé militaire et tout ce qui s'est passé, évidemment, si on veut respecter les thèmes du respect du droit des hommes et des humains, il était éligible aussi à la CPI. Évidemment, il ne peut pas forcément lâcher toutes les cartes. Il faut avoir aussi un élément de pression entre les mains. Là, on est d'accord. Il faut avoir Maintenant, un élément de... est-ce que C'est son le jeu, décès... c'est le jeu politique. Est-ce que son Maintenant, décès son est une... décès... Parce son- que c'est gênant quand même pour un président qui se dit républicain d'être entouré de personnes qui ont maille à partir avec la justice. Non, mais je pense que ça pose la question même du système politique mondial et particulièrement africain. Là, on parle de la Côte Non, d'Ivoire. non, j'en arrive. Parce qu'il faut mettre les choses dans le contexte. On a vu le procès de Nuremberg à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Personne ne dit que les Alliés n'ont pas commis des crimes Mais c'était extra-militaires. la justice des Non, non, alliés. j'en arrive. Donc, c'est dit, quand on est aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec toutes les crises depuis le décès de Fouet, jusqu'à ce qu'on a connu, on est obligé à un moment donné d'appliquer ce qui nous unit est plus fort que ce qui devrait nous séparer. On parle tous les jours de réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas le fait d'un seul individu. C'est d'abord la volonté individuelle de chaque Ivoirien et cette volonté individuelle s'inscrit dans une volonté collective. Donc, s'entourer de ces différents acteurs, je pense que ça rentre dans le cadre des alliances qui ont été faites de part ou d'autre. C'est pour le président Henri Konan Bédié, par exemple. Ok, il était dans ces jeux d'alliance. Je rappelle que c'est lui qui a donné le nom des forces armées, des forces nouvelles à la rébellion, dans le cadre des accords, notamment du RHTP. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui qui se trouve à La Haye, c'est lui qui a fait l'accord politique direct de Ouagadougou avec la rébellion. Donc c'est dit, tous ces acteurs politiques, à un moment donné, ont eu leur point de départ. Maintenant, c'est lui qui est en puissance. Il analyse en fonction de ses aspirations, en fonction de son positionnement, voir ce qui pourrait éventuellement lui être avantageux ou pas. Nul n'est au-dessus de la loi. Évidemment, nul n'étant au-dessus de la loi, on va choisir, ok, à quel moment la justice est très lente. La justice est très lente, je prends le cas de la France. Pendant les campagnes électorales, François Hollande François Fillon a été rattrapé par les emplois dont Le Penelope Gate. le Penelope Gate, qui ne date pas de 2010, de ceci, qui remonte encore dans les années 80. Donc c'est dit, la justice suit son coup, c'est lui ça va tomber sur lui demain, il va partir. Évidemment, Ouattara en allant, malheureusement, il part avec tous les secrets dont il avait. Et peut-être que nous, en tant qu'observateurs, en tant que citoyens, peut-être qu'on n'aura pas tous ces éléments de savoir est-ce que Ouattara avait des éléments contre X ou bien Y et tout. Mais en tout état de cause,
de la cause, ça pourrait aussi s'inscrire dans ce qu'on va faire le cadre général de la réconciliation, de la paix. Pour que En tout on cas, n'en puisse pas- je souhaite cette réconciliation-là. Pour moi, à mon avis, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un vain mot. C'est dans la bouche des gens, mais quand on va dans la réalité des gens, la réconciliation, on en est très loin. Même si les populations de Côte d'Ivoire aujourd'hui en ont marre de ces guerres, de ces clivages, elles ne se retrouvent pas parce que on a créé des indices ethniques, religieuses. Les gens, dans leur vie réelle, cohabitent sans problème, mais au nom des politiques, se sont retrouvés dans ces clivages-là et en pâtissent. Donc, très clairement, je souhaite que les Ivoiriens se réconcilient et que ça sorte de la sphère de la politique. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure parce que la question, on a politisé cette question de la réconciliation. Parce que certains acteurs politiques ont mis des préalables. Or, une réconciliation, de mon point de vue, ayant travaillé sur la réconciliation, notamment en Afrique du Sud, travaille dessus dans le cadre de mes recherches de sortie de conflit, on ne met pas de préalable à une sortie de crise. Quand on a vécu plus d'une vingtaine d'années de crise, on ne met pas de préalable à cette sortie de crise. Chacun, à son niveau, doit pouvoir apporter sa contribution. On doit s'interroger individuellement, comme je le dis. Chacun est responsable, en même temps chacun est bourreau. Quelque part, chacun a soutenu des actions politiques de part et d'autre, directement comme indirectement. Quand on est à ce niveau, on s'interroge individuellement chacun de savoir, ok, quelle est ma part de responsabilité? Quel est le repenti que je dois faire à mon niveau et aller vers mon ami, parce que tu l'as si bien dit, les populations vivent en bonne intelligence, il y a eu des brassages culturels, Des mariages, des mariages, et tout ça. Et que ce soit aussi des brassages aussi religieux, parce que des chrétiens se sont mariés à des musulmans qui sont mariés à des athées, ainsi de suite. Des musulmans ont construit des églises, des chrétiens ont construit des mosquées. Donc, quand on est dans cette configuration avec plus d'une soixantaine d'ethnies, je pense que chacun individuellement doit s'interroger quelle est ma part dans la chose. On ne dit pas que c'est peut-être le parti au pouvoir qui doit faire la réconciliation ou les opposants qui doivent faire la réconciliation. La réconciliation ne se décrète pas. Ça se construit petit à petit au niveau personnel, d'abord dans sa famille, soit dans sa famille et puis dans sa maison, dans son quartier, dans sa communauté, pour que chacun puisse se mettre ensemble dans cette configuration générale. Très bien, donc sur ces beaux conseils, ce message positif prend fin cette émission. Je rappelle, je recevais Lassina Bamba, qui est le boss de Desabecom, une agence de communication, et qui est un observateur avisé de la scène politique ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. Merci Lassina. Merci. Et tu reviens quand tu veux. Merci. Au revoir.